Donc, merci aux organisateurs et à Jean-Claude et à Gérard de m'avoir donné l'occasion de participer à cette journée. Donc, c'est vrai que les interactions à distance, c'est quand même autre chose, mais on va essayer de faire avec. Et je dois dire que quand vous m'avez fait cette proposition, ben je me suis pris au jeu de creuser la question d'exposition, de l'exposition, et dans une perspective de travaux transdisciplinaires. On y reviendra par la suite. Alors, je dois dire quand même, et je voudrais faire un clin d'œil à David Vernet, si David dit qu'il bricole en faisant de la recherche, alors eh ben, ça me rassure beaucoup parce que ben, il n'est pas le seul et je vais essayer de vous présenter un bricolage rigoureux. Alors, plus sérieusement, je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la prévention des risques professionnels, qui est a priori un objectif partagé par différents métiers. Et j'aimerais reprendre les travaux de Dominique Vin, qui est un sociologue de l'innovation et qui a beaucoup travaillé sur l'acteur réseau et le développement de projets multi-acteurs, multimétiers, et qui a travaillé aussi sur ce qu'il appelle les mondes professionnels différents qui peuvent interagir sur des sujets communs. Et je pense que la question que nous abordons aujourd'hui, exposition et polyexposition, c'est vraiment un objet qui se situe donc à la frontière de différents mondes professionnels qui ne sont pas si homogènes qu'on pourrait le penser. Et très souvent, on va parler d'interdisciplinarité. Et moi, je trouve que ce n'est pas forcément le terme adapté, puisque nous sommes tous porteurs de plusieurs disciplines. Nous avons la plupart des acteurs en santé au travail un parcours interdisciplinaire. Et il y a plus souvent des choses qui se jouent entre les métiers ou entre les professions qui peuvent avoir des légitimités sociales très diverses et donc des modalités d'interaction pas toujours simples. Je ne reviendrai pas là-dessus, vous connaissez cela aussi bien que moi, voire mieux. Alors, juste pour rappeler d'où je parle, donc je suis professeur en ergonomie et l'ergonomie telle que je la défends, je dirais, dans mes travaux et dans mes recherches, c'est à la fois une discipline elle-même interdisciplinaire qui produit des connaissances sur le travail et sur l'engagement des travailleurs dans leur activité et sur les effets de santé, qui, bien entendu, a aussi un objectif de transformation de ces situations. Donc, c'est une technologie ou un art dont l'objectif est de tenir à la fois les questions de santé et les questions de performance, ce qui m'amène à rajouter un troisième objectif plus utopique. C'est comment on est capable de tenir ces deux éléments ensemble. On pourra probablement en discuter. Et au sein de l'ergonomie, il y a différents champs de spécialité et un des champs sur lesquels je travaille depuis plusieurs dizaines d'années avec Brahim Mohamed Brahim et d'autres collègues, c'est l'ergotoxicologie. Donc c'est un champ, je dirais, de spécialité de l'ergonomie pour développer des pratiques de prévention lorsque des travailleurs sont exposés à des produits chimiques. J'y reviendrai. Alors, j'ai deux diapos juste pour recaler ces notions d'objets frontières telles que Dominique Vinck a pu le développer, où donc pour lui, vous voyez que l'objet frontière, il se traduit par toutes sortes d'artefacts, de répertoires, d'objets, de dessins, de modèles, de définitions. Et ces objets frontières, eh bien, ils s'inscrivent dans une dynamique interactionnisme qui cherche à articuler des perspectives et des objectifs d'acteurs appartenant à des mondes sociaux hétérogènes. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise sur ces sujets. Et associé à cette notion d'objet frontière, il y a la notion d'objet intermédiaire qui sont des objets qui vont contribuer à développer les coopérations entre les différents acteurs, qui vont faciliter la représentation des objets sur lesquels les gens vont travailler, la traduction d'un certain nombre de ces objets
et leur matérialisation en un langage commun et des formes de médiation. Et je pense que pour moi, ces deux notions issues de la sociologie de l'innovation sont assez opérationnelles pour discuter de ce qui nous intéresse maintenant. Alors, je me suis exercé en me prenant au jeu un petit exercice de faire un tour, un premier tour rapide, pas exhaustif, et forcément j'ai laissé passer des choses, mais de voir comment cette notion d'exposition, elle pouvait être définie et présentée dans un certain nombre d'ouvrages. Donc vous savez que au sein d'Epicène, je suis entouré de brillants épidémiologistes et je leur ai posé la question, bon Isabelle Baldi, qu'est-ce que tu peux me recommander comme ouvrage pour comprendre, pour aller chercher des choses sur l'expologie? Et à ma grande surprise, c'est pas ou peu défini dans des ouvrages de référence. On retrouve des choses assez anciennes, ou en tous les cas du début des années 2000, avec le savoir si la personne est exposée ou pas. Et j'ai fini par trouver quelque chose d'un peu plus précis dans un document donc, que vous voyez à l'écran, où là, on s'interroge avec une volonté d'avoir une définition assez large dans cette exposition, donc qui va intégrer un grand nombre d'éléments, mais au final, pas forcément précise. Donc, ma première surprise, c'est que du côté de l'épidémiologie, il y a une diversité et il y a une forme de flou autour de cela. Je suis allé chercher aussi du côté de l'hygiène industrielle, et le petit ouvrage que vous voyez en vert, c'est un ouvrage du BIT où cette notion d'exposition n'est pas définie là aussi. Et dans des travaux plus récents, on va retrouver en hygiène industrielle effectivement des définitions où on est sur un rapport de contact entre une personne, une cible, et un certain nombre de produits qui peuvent être, ou d'agents chimiques qui peuvent être présents dans l'environnement du travailleur. Donc là, quelque chose d'un peu différent, complémentaire, mais qui reste assez large. Et donc, il y a un certain nombre de travaux, en particulier menés par l'ANSES, ces dernières années, qui contribuent, je dirais, à avancer sur ces sujets, et y compris dans le GT sur les maladies professionnelles auquel je participe. C'est un sujet, en tous les cas, que l'on essaie de faire avancer. Tout ça pour dire qu'il y a une diversité de définitions, probablement selon les modèles de la santé qui sont sous-jacents à chacun des métiers, et aussi selon les objectifs, que ce soit de produire des connaissances, de réparer les atteintes à la santé, ou de prévenir les risques professionnels avec des approches qui peuvent être descendantes ou remontantes. Et avec une question, je dirais, globale, je pense que c'est un défi pour nous tous, hein, et je pense que David l'a bien souligné, et Ronan aussi. Hein, faut-il attendre de tout comprendre ou de tout savoir pour agir en prévention? Probablement pas. Et donc, c'est un peu dans cet exercice-là que je vous propose de discuter des contributions de l'ergonomie. Alors, ce que j'ai envie de poser d'une manière plus générale, et c'est là où les sciences sociales nous ont apporté pas mal d'éléments de compréhension, c'est que la prévention, c'est un processus qui est socialement, j'aurais pu rajouter, historiquement situé, et qui va devoir arbitrer à la fois des promesses du progrès tenues par ceux qui le développent et des conséquences envisagées ou pas sur la santé. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on voit qu'il y a des normes sociales d'une époque, qu'il y a un rôle de l'État qui prend sa place ou pas. On voit qu'il y a des connaissances scientifiques qui sont disponibles, utilisées ou pas, pour produire des réglementations. Et du côté des entreprises, on voit aussi qu'il y a des jeux de lobbying assez forts et d'influence pour agir sur ces réglementations-là. Et en même temps, lorsqu'elles sont stabilisées, une traduction de ces réglementations dans les entreprises au travers de production de règles, au travers de pratiques de management et de ce que je vais développer autour de la sécurité réglée. Et donc, pour discuter de l'exposition du point de vue de l'ergonomie, je vous propose de mettre en débat cette question de la sécurité réglée et donc un certain nombre de connaissances qui sont issues à la fois du champ
de la fiabilité organisationnelle dans la prévention des accidents industriels et à la fois de développement en ergonomie. Et je vous ai mis à la fin du diaporama quelques diapositives, quelques références, pardon. Et donc, le principe, c'est que les entreprises vont traduire les obligations qui reposent sur elles par des règles de sécurité, des prescriptions de sécurité qui vont constituer la sécurité réglée. Et donc là, ce sont les acteurs de l'entreprise en charge de l'organisation qui vont développer cette sécurité réglée. Et de notre côté, dans la réalité des situations, les travailleurs vont être amenés à faire face à l'ensemble des éléments du contexte et au travers de l'expérience, ils vont être amenés à gérer bien souvent des compromis entre sécurité et performance. Et cette expérience de la mise en sécurité, je dirais réelle, c'est ce qui est qualifié de la sécurité gérée, de comment les travailleurs se débrouillent en situation avec des éléments de sécurité réglés quand ils existent et quand ils sont opérants, et parfois ils vont compléter ces éléments de sécurité réglés s'ils ne sont pas suffisants. Et donc, l'enjeu pour la prévention, d'une manière générale, bien entendu, c'est de faire rencontrer ces deux mondes, ceux qui conçoivent la sécurité, les règles et les prescriptions, et ceux et celles qui, dans leur face-à-face quotidien, je dirais, aux situations de travail, eh bien, vont faire avec et parfois vont développer des éléments spécifiques. Et très clairement, la notion d'exposition du point de vue de l'ergonomie, je vais la situer, ou je vous propose de la situer, dans cette rencontre entre les pratiques de sécurité gérées, développées par les travailleurs en situation, et d'autre part, les situations qui ont été prévues par l'entreprise, qui ont fait l'objet de prescriptions et de formes de sécurité réglées. Et donc, dans la logique, si on pose l'exposition dans cette rencontre, vous voyez que très vite, et je reviendrai là-dessus d'un point de vue méthodologique, ça ouvre sur des perspectives et sur des travaux. Donc d'une part, il y a des règles qui sont en place qui constituent la sécurité réglée et qui ont été développées sur ce que les acteurs étaient en capacité de prévoir dans les événements traités par les personnes, et souvent en référence avec un mode nominal, ou du point de vue technologique, technique, organisationnel, eh bien, le dispositif fonctionne, le système fonctionne comme il devrait fonctionner. Et dans la réalité, eh bien, on va retrouver un certain nombre de modes dégradés, de situations qui s'écartent de ce qui avait été prévu au départ, de ce qui avait été modélisé. Et c'est cette sécurité gérée qui permet de faire face à cela. Et on voit que on a besoin des deux, sécurité réglée et sécurité gérée. Loin de moi le fait de dire qu'il ne faut pas de sécurité réglée, surtout pas. Et on a besoin des deux, et on a besoin de faire se rencontrer les deux. J'y reviendrai. Bon, voilà un exemple d'un travailleur de la banane, donc en Guadeloupe, qui paraît protégé, qui est équipé de la tête aux pieds avec une combinaison donc de type 4, résistance aux produits chimiques, avec un masque particules, filtre particules et vapeur. Vous voyez quand même qu'il a inséré des éponges sous les sangles de son pulvérisateur parce que porter 25 kg dans les champs de bananes, à un moment donné, les épaules sont mises en souffrance. Et on pourrait penser, si on raisonne en termes d'exposition, que très vite, ce travailleur-là, il est protégé et il suit ce que définit la sécurité réglée, les procédures qui ont été prévues. Sauf que nous sommes aux Antilles, il fait 35 degrés, 80% d'humidité, que la banane, ça ne se cultive pas au bord des plages, ça se cultive en terrain semi-montagneux, et que donc ce pulvérisateur, il va falloir le porter, et que l'effort physique associé au port de ce pulvérisateur est loin d'être négligeable. Et donc, la question qui va se poser, c'est on pourrait penser que dans cette situation-là, il est protégé, et quand on analyse l'activité d'une manière plus fine, eh bien, on va se rendre compte qu'il va y avoir une sudation importante, on va se rendre compte qu'il va y avoir une humidification de l'intérieur de la combinaison importante, les régulations de la température interne qui vont mettre en difficulté,
Et surtout, si on fait une analyse plus fine du point de vue de la combinaison, cette combinaison est une combinaison qui a été conçue pour protéger les travailleurs d'agents chimiques industriels, acides et bases, et pas les pesticides. Et pour certains d'entre eux, en moins de 10 minutes, par un phénomène de perméation, ils vont passer au travers de la combinaison. Et donc, ça nous amène très clairement à se questionner sur comment on modélise l'exposition, hein, parce que là, on pourrait très vite dire tout va bien, et quels moyens on se donne pour investiguer les choses d'une manière plus précise, sachant que vous voyez le pulvérisateur, son réservoir en haut à droite, il se trouve que le pesticide vient grignoter, je dirais, les joints d'étanchéité, et donc il y a de la mousse qui coule dans le dos en permanence, et que quand vous regardez autour du travailleur qui est protégé, la plupart des travailleurs ne le sont pas, ce qui renvoie je dirais, des questions et de perception des risques et de pratique de la prévention dans certains milieux. Alors, très clairement, une fois qu'on a posé ces éléments-là, une question qui arrive sur le chemin, c'est de se dire, dans la manière de concevoir l'exposition, eh bien, est-ce qu'on doit prendre en compte le fait que le travailleur est exposé dans son environnement et quelque part il a un rôle passif dans cette exposition? C'est un peu ce qu'on retrouve quand même dans un certain nombre de modélisations en hygiène industrielle ou voire en épidémiologie. Ou est-ce que le travailleur va s'exposer, il va être exposé et s'exposer et qu'il va être donc acteur de son exposition. Et ça, pour moi, c'est un mode de questionnement essentiel pour développer méthodologiquement les approches en prévention et en prévention, je dirais, ou interdisciplinaire. Et donc, la proposition de définition que je vous propose en termes d'exposition, vous voyez que c'est une situation ou des situations qui intègrent donc les conditions dans lesquelles le travailleur, au cours de son activité ou de leur activité, sont exposés ou s'exposent à des dangers. Pour moi, les deux sont importants à prendre en compte. Et bien entendu, on va essayer de prendre en compte une diversité de facteurs de risque, hein, ou donc d'agents chimiques, physiques, biologiques ou mécaniques, et donc intégrer une forme de polyexposition, et donc clairement, cette exposition à des dangers multiples devient dans ce cas-là un risque. Alors, une fois qu'on a posé ça, eh bien, on peut discuter le fait que cette exposition, traditionnellement, elle peut être définie par la durée et la fréquence d'exposition, le niveau d'exposition, mais vous voyez qu'à partir de l'exemple rapide que je vous ai présenté, il faut discuter des mesures de prévention. Sont-elles réellement utilisées? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mesures en sécurité réglée qui sont prévues, mais qui ne sont pas mises en œuvre, adoptées par les travailleurs en sécurité gérée. C'est un premier niveau de question. Et puis, contrairement aux représentations rapides qu'on peut se faire, il va falloir se poser la question de l'efficacité réelle des mesures de prévention. Je souligne là les travaux qu'on avait pu faire avec David Vernet à l'époque sur la perméation des combinaisons qui devaient protéger des pesticides et le rôle de l'AFSET à l'époque et de l'ANSES sur les suites de cette investigation. Et donc, pour moi, dans l'exposition, l'efficacité réelle, elle doit être prise en compte. Et puis, dans cette exposition, l'interaction entre les différents dangers, forcément, est essentielle. Parce que lorsque vous avez un travail physique important, un effort, un travail à la chaleur important, eh bien, vous avez une augmentation du métabolisme, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l'insulation, etc. Et si en plus vous êtes exposé donc à un produit chimique, les formes de pénétration vont être grandement augmentées. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a des éléments qui nous amènent sur l'acceptation sociale des risques, que ce soit au niveau sociétal, au niveau de l'entreprise, au niveau de secteurs de branche peut-être, au niveau de collectifs de travail dans des entreprises, et puis au niveau individuel, avec ce fil conducteur, si je vous renvoie à mon schéma sur sécurité réglée et sécurité gérée, qui va être de dire, eh bien, comment les gens vont faire un compromis entre cette activité de protection et des activités
productive, sachant que dans certains cas, il peut y avoir des formes de sacrifice de cette activité de protection. Alors, un des éléments aussi qu'on va essayer de porter, c'est que le travailleur, on va le considérer comme expert de son exposition. Il a des connaissances, alors elles peuvent être, je dirais, valides ou pas, mais il a des connaissances et il va falloir les intégrer. Alors, pour terminer sur un versant méthodologique, ce qu'on a pu développer dans l'équipe au niveau de l'ergotoxicologie, c'est donc une analyse, je dirais, en 4 temps pour commencer. Forcément, une construction sociale qui va associer les acteurs de l'entreprise, le travailleur, et dans le cas du milieu agricole, la sphère familiale, et cette question-là, pour moi, est trop peu abordée, on pourra y revenir. Il y a des approches objectives de description de la sécurité réglée, de l'analyse de l'activité, des formes de mesure, je ne reviendrai pas là-dessus, qu'elles soient physiologiques ou chimiques, et l'analyse de l'activité va produire aussi de la mesure en termes de fréquence ou de durée de certaines postures ou de certaines actions. Et puis, on a besoin d'approches subjectives qui nous permettent d'accéder à la perception des risques, qui nous permettent d'accéder à l'énigme autour de la nature de compromis que les travailleurs vont pouvoir réaliser. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail sur comment les approches objectives vont alimenter les approches subjectives pour nourrir, in fine, des approches réflexives où on va produire, construire des objets intermédiaires pour mettre en débat ces questions avec le travailleur d'une part et avec l'organisation par la suite. Et donc, ce sont ces productions d'objets intermédiaires qui vont alimenter par la suite des activités de conception. Donc, juste un exemple ici d'une synchronisation de données vidéo avec des concentrations de poussière micrométriques en microgrammes, un comptage de nanoparticules, de la fréquence cardiaque et du codage de l'activité, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de mettre en débat avec les acteurs de la prévention, qu'ils soient médecins, toxicologues, mais aussi opérateurs, représentants des travailleurs ou les ingénieurs, un certain nombre de situations qu'on va pouvoir repérer comme problématiques et sur lesquelles il va falloir agir. Et là, c'est des travaux issus de la thèse de Louis Dallet. Et pour terminer sur la version conception, ceci nous permet de repérer les situations d'exposition dans les situations actuelles ou dans des situations de référence, à partir desquelles on va pouvoir caractériser des situations d'exposition qu'on va qualifier de caractéristiques et qui vont nous permettre de simuler dans les process en interagissant avec les concepteurs des situations d'exposition futures et donc de prendre un certain nombre de décisions ou d'arbitrages en amont pour les éviter ou les limiter.